Donc notre dernière communication de cette matinée est d'abord sur le sujet fumarolien par excellence, la renaissance de la rhétorique, et puis Marc Fumaroli, je l'ai dit, aimait tous ceux qui s'expriment à ce colloque et tous ceux qui sont là aujourd'hui. Je dois dire qu'il admirait particulièrement Lina Bolzoni. Et il m'en parlait très souvent. Il y a une raison, c'est que Lina Bolzoni a travaillé très bien sur un sujet sur lequel j'ai travaillé assez mal, il faut le dire, de sorte qu'elle est pour moi comme une correction et un modèle. Mais Marc Fumaroli tenait particulièrement à ce que ses mérites fussent reconnus, et il l'était facilement parce qu'ils sont éclatants, et en particulier qu'ils fussent reconnus par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, ce qu'elle a fait, ce qu'elle fera, n'est-ce pas, la hâte de Marc ne tenait pas toujours compte des circonstances compliquées, mais enfin, le cœur y était. Voilà. Et donc, nous regrettons qu'elle ne soit pas là, mais nous lui donnons la parole avec ce charme qu'il faut bien tirer un petit plaisir des tristes circonstances que nous avons traversées et dans lesquelles nous sommes encore, mais c'est cette indiscrétion qui permet de voir la bibliothèque de chacun au gré des visioconférences. Et donc, je donne la parole à Lina Bolzoni dans sa bibliothèque. Oh, merci. Chers collègues, chers amis, je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir être avec vous en présence, mais je suis très heureuse de participer au colloque en hommage de Marc Fumaroli, grand ami et grand savant. Et je tiens à remercier chaleureusement le comité d'organisation, Antoine Compagnon, Catherine Fabre, Sébastien Fumaroli, Colette Nativelle, Carlo Ossola, Michel Zenck de m'avoir invité. Et je commence par mon titre, Renaissance de la rhétorique. Renaissance, c'est ainsi que les humanistes ont décrit le sens de leur œuvre et se sont décrits eux-mêmes par un terme qui marque le détachement d'une époque sombre et qui, en même temps, s'ouvre vers le futur, parce qu'elle trouve de nouvelles voies et identifie de nouvelles possibilités. C'est un modèle rhétorique et culturel que Marc Fumaroli adopte pour lui-même, pour raconter sa propre histoire, à partir justement de la redécouverte de la renaissance de la rhétorique. Voyons par exemple la leçon inaugurale du 29 avril 1987 à la chaire du Collège de France, intitulée pour la première fois Rhétorique et société en Europe, 15e-17e siècle. Fumaroli parle de l'attaque contre la rhétorique prononcée en 1885 par Ernest Renan en réponse au discours de Ferdinand de Lesseps accueilli à l'Académie française. Je cite, « Vous faites bien, dit-il, d'avoir en horreur la rhétorique. Avec la poétique, c'est la seule erreur des Grecs. Bien parler, c'est bien penser tout haut. Le succès oratoire ou littéraire n'a jamais qu'une cause, l'absolue sincérité. » Fin de la citation. Comme nous nous y attendons, les mots de Renan sont minutieusement renversés par Fumaroli et la chef du collège est insérée dans un tableau qui en souligne la valeur éthique. L'étude de la rhétorique devient en effet un exercice de liberté. Cela signifie acquérir la conscience des schémas mentaux que nous utilisons. Penser, affirme Fumaroli, ne vient pas de cogitare, mais de pensare. Je cite, « Peser, éprouver sont des activités fort concrètes. Ça indique la nécessité de peser ces mots avant de parler, avant de les écrire, ce qui suppose une expérience antérieure de la parole
et une capacité déjà acquise de prévoir ses effets. La rhétorique est donc pour Fumaroli une discipline de la mémoire et du jugement, un art qui fait la différence, je cite, entre ceux qui recevaient par contagion orale les conventions de leurs paroles et ceux qui les avaient apprises selon cette autre tradition, orale et écrite, réflexive et savante, transmise par l'école. La rhétorique, médiatrice entre convention et nature et société, de ces barreaux peut faire une lyre. L'image est d'un ennemi fameux de la rhétorique, Victor Hugo. Fin de la citation. Contre la réduction de la rhétorique à une liste aride de préceptes, Fumaroli en revendique la formation éducatrice, dans l'optique qui fut propre aux humanistes et qui est liée à Cicéron et à la récupération de l'institution oratoire de Quintilien. La rhétorique, écrit-il, est moins le cadre d'une explication de texte, qu'elle offre aussi, qu'un transformateur d'énergie. Selon Fumaroli, la dimension active, génératrice de la rhétorique se cache et en même temps se dévoile dans les métaphores que nous trouvons chez Quintilien et qui renvoient justement à la génération, à la fécondation. Je cite, toute une géologique de la parole dont il nous reste que le mot exsangue de culture. Et nous trouvons ici une nouvelle composante du thème ancien de la Renaissance, c'est-à-dire celle de la décadence à laquelle il faut remédier. Cette proposition, dont il nous reste que le mot exsangue de culture, est le témoignage de l'antimodernisme de Fumaroli, de son idée d'un appauvrissement du monde moderne auquel il faut réagir. Dans cette optique, la récupération du passé est aussi une vaccination contre le besoin anxieux de nouveauté que Fumaroli perçoit dans son époque et comporte une sorte d'ascèse. Je cite, en engrangeant, répertoriant, comparant, analysant les réussites littéraires éprouvées par les siècles, elle, c'est-à-dire la rhétorique, abolit à leur égard timidité ou ressentiment, invitant à rivaliser avec les chefs-d'œuvre et exerçant à le faire, elle donne les moyens de se montrer neuf sans la pire des contraintes, celle d'être original à tout prix, à épouser le mouvement de son temps tout en restant en repos avec ceux qui avaient résisté à l'épreuve du temps. Fin de la citation. Dans ce contexte, la rhétorique devient un remède contre quelque chose de semblable à ce que Harold Bloom a appelé l'angoisse de l'influence. Elle est vue également comme la gardienne de valeurs universelles, en dehors du temps. Je cite, c'est cette démocratie des vivants et des morts qui, en dernière analyse, a élu ce qui est incontesté. Le Parnasse de ses grands hommes, le salon carré de ses chefs-d'œuvre, le trésor de ses maximes. L'idée d'un patrimoine incontesté de beauté et de sagesse qui défie les mutations des époques et qui se trouve dans un musée idéal nous rappelle un des thèmes essentiels du classicisme. Dans les proses de la Volgarlingua, un ouvrage publié en 1525, c'est en ces termes que Pietro Bembo répond à ceux qui l'accusent de vouloir que l'on écrive pour les morts, car il propose des modèles littéraires archaïques, loin du présent, et je cite Bembo. Ils écrivent pour les morts ceux dont les écrits ne sont jamais lus, ou bien, si quelqu'un les lit, il s'agit d'hommes de peu de valeur, qui ne savent pas juger et qui lisent les textes de mauvaise qualité de la même manière que le bon texte. Pour cette raison, nous pouvons, à juste titre, les appeler morts pour les lettres. Dans le chapitre de l'âge de l'éloquence consacré au cicéronisme, Fumaroli écrit que pour Bembo, l'imitation n'est pas un esclavage, mais qu'elle est, je cite,
l'essence même de la liberté artistique. En l'insérant dans une tradition, elle préserve l'artiste du déterminisme aveugle de sa propre subjectivité. Je voudrais commenter aussi une autre expression présente dans le passage cité, c'est-à-dire cette démocratie des vivants et des morts qui nous fait venir à l'esprit John Ruskin et sa conférence sur la lecture tenue en 1864 et intitulée Sésame, les trésors des rois. Un texte que Marcel Proust traduit et commente, souvent de manière polémique. Pour Ruskin, la lecture des chefs-d'œuvre est justement une grande possibilité démocratique qui permet à tous de dialoguer avec les grands de toutes les époques. Il me semble que Fumaroli n'avait pas Ruskin à l'esprit, mais il est vrai cependant qu'un filon utopique n'est pas absent dans son projet de renaissance de la rhétorique. À la Renaissance, écrit-il, l'éloquence ranimait des conventions de dialogue et de controverse qui transcendaient les frontières de caste, de nationalité, de langue, de religion. Et aussi, la République des lettres reconstitue spontanément une société reposant sur le libre contrat de ses membres, sur la foi de leurs seules paroles éloquentes et savantes. Récupérer un monde perdu, le faire renaître. C'est ainsi que Fumaroli décrit les longues recherches qui l'ont conduit à écrire L'âge de l'éloquence. L'imposante thèse soutenue en 1974 sous la direction de René Pentard, qui, dans un premier temps, ne devait être que l'introduction à un travail consacré au théâtre de Corneille, mais qui, au fur et à mesure, s'était développé démesurément jusqu'à devenir un ouvrage autonome. C'est une histoire que Fumaroli raconte, entre autres, lorsqu'en 201, il reconstruit le panorama de ses recherches pour le prix Balzan. Ce qui m'a davantage frappé, ici et ailleurs, c'est de voir comment le thème principal de la recherche de Fumaroli est devenu de plus en plus pour lui non seulement l'objet de ses études, mais quelque chose de plus, un style de parole dans lequel se reflétait, une topique grâce à laquelle il peut raconter sa propre histoire. Et je cite, « J'ai eu la chance d'avoir pu tarir ma jeune soif de lire dans une petite bibliothèque choisie, où se trouvaient les chefs-d'œuvre classiques de la langue française et d'avoir eu des professeurs de lycée qui les aimaient. Adolescent dans une lointaine ville coloniale, j'ai eu à m'apporter des traductions anciennes de Shakespeare et de Cervantes. J'ai appris à rire dans Molière, à admirer dans Corneille, à m'étonner dans Pascal. Puis, il évoque son premier voyage en Italie et commente ainsi. Avec le grec, le latin et le français, j'avais décidé que l'italien était le quatrième poche de l'esprit. Que de solitude, que de naïveté, que d'anachronisme. Je ne m'en suis jamais guéri. Le XVIIe siècle européen, ses penseurs, ses écrivains, ses artistes auront été pour moi une patrie. Si je suis devenue historienne des lettres et des arts, ce fut pour devenir citoyenne de cette patrie. Nous nous trouvons ici face à la nouvelle proposition d'un topos qui a caractérisé une longue tradition humaniste, par laquelle lire veut dire dialoguer avec les auteurs classiques, devenir leur ami et en même temps créer sa propre patrie idéale, une alternative par rapport à un présent que l'on n'aime pas. Pétrarque, par exemple, dans la lettre adressée à la postérité, affirme qu'il se sent en exil dans son époque et que c'est pour cette raison qu'il a étudié le passé et qu'il écrit pour l'avenir. Je cite, « Parmi mes nombreuses activités, je me suis consacrée surtout à la connaissance du monde antique, car le présent m'a toujours déplu, au point que,
si l'affection pour ceux qui me sont chers ne m'entraînait pas vers d'autres domaines, j'aurais toujours préféré être né à n'importe quelle autre époque. Et je me suis efforcée d'oublier le présent en me plaçant toujours en esprit dans d'autres époques. En effet, dans les lettres familiales, Petrarca n'écrit pas, par exemple, qu'il a apporté les cours de Cicéron à Vaucluse, mais il raconte que Cicéron est heureux d'aller avec lui à Vaucluse et que là, dans l'espace magique de sa bibliothèque, il peut converser avec les meilleurs amis que toutes les époques et tous les pays lui ont envoyés. Recherche érudite, renaissance de la rhétorique et récits autobiographiques s'entrelacent étroitement dans les pages de Fumaroli, comme on peut le voir dans un de ses derniers livres, La République des lettres, qui a été traduit en italien en 2018. Et je cite, « Intérieurement, j'ai vécu, malgré tout, pendant plus d'un demi-siècle, en compagnie de quelques amis intimes, dans une république européenne des lettres d'un tout autre genre et d'une toute autre époque. De ses amis intimes font partie les grands écrivains classiques, cette petite bibliothèque hautement sélectionnée que sa mère avait emportée au Maroc, où Fumaroli a grandi. Je cite, « Elles ont été mes premières lectures, comme il a raconté lors d'une interview au Venerdì di Repubblica, c'est-à-dire le supplément hebdomadaire du journal La Repubblica. Je me suis sentie sauvée par Homère, Cicéron, Virgile, ou bien Corneille, Racine, Molière, sans m'apercevoir qu'ils étaient aussi démodés. Pour moi, ils n'étaient pas et ne sont toujours pas des personnages de feu, éloignés dans le temps. Ce sont des contemporains et la consolation de qui est né tard à une mauvaise époque. Ma citoyenneté littéraire m'a sauvé du sentiment de décadence provoqué par le temps aride et médiocre dans lequel nous sommes plongés. » La reconstruction du passé aide donc à construire sa propre image, à dessiner le portrait avec lequel on se présente aux autres, à construire ce que Stephen Greenblatt a appelé, avec une expression très heureuse et qui a eu beaucoup de succès, le self-fashioning. À présent, je voudrais rappeler comment a eu lieu ma rencontre avec Fumaroli. Ce fut d'abord la rencontre avec son œuvre, puis avec lui. Ainsi, l'intérêt culturel s'est enrichi d'un rapport personnel d'amitié. Et à ce propos, je me limiterai à rappeler un épisode qui lui avait fait très plaisir. Nous dînions dans un restaurant à Florence et un homme s'est approché pour le saluer parce qu'il l'avait reconnu sur une photo que le journal La Repubblica avait publiée. Grâce aux articles de ce journal et aux traductions de ses ouvrages publiés par Adelphi, Fumaroli a atteint en Italie une renommée qui est allée au-delà du cercle des spécialistes. La lecture de ces livres a été pour moi une partie d'un parcours qui m'a fait prendre mes distances des modes, des méthodes régnant dans les universités et qui m'a aidé à trouver une voie toute personnelle. Il y a eu des années qui ont marqué mes études à l'université et à l'École normale supérieure de Pise, où l'on utilisait le mot rhétorique dans un sens fortement négatif, comme une exhibition d'artifice qui s'opposait d'un côté à la poésie, à la valeur littéraire et de l'autre à la vérité. Je comprenais bien l'origine de cette approche et je partageais pleinement la gêne à l'égard des exhibitions rhétoriques, à l'égard d'un emploi du langage qui manipulait la vérité, qui faisait un usage sans scrupule des émotions et des chantages affectifs. Un langage spécifique
notamment utilisés pour la politique et la publicité. Mais penser que l'on peut se passer de la rhétorique, penser à une transparence dans la communication et dans l'écriture, ça me semble une mystification dangereuse. Ce qui me semblait important, c'était de récupérer une conception plus large de la rhétorique, entendue comme art de la persuasion, comme instrument indispensable de dialogue, une conception de la rhétorique en somme, qui pouvait trouver dans le passé lointain plus que dans le passé récent un point de repère. Certes, j'utilisais les nouvelles élaborations modernes et schématiques que Roland Barthes et Gérard Genette nous offraient. C'étaient des instruments utiles à l'analyse des textes et dans l'enseignement, mais je les percevais justement comme des instruments, et le rapport avec le texte littéraire qui y était proposé ne me satisfaisait pas. En outre, j'avais été très frappée par la conférence sur le rituel du serpent chez les Indiens Pueblo que Aby Warburg avait tenue le 25 avril 1923 à Kreuzlingen, dans la clinique où il était interné pour une maladie mentale. Warburg trouvait des liens entre les rituels des Indiens Pueblo et la tradition classique. Mais ce qui m'avait le plus frappé, c'était la valeur exemplaire, par certains aspects, de cette conférence. Dans une clinique psychiatrique, tenir une conférence sur un thème qui impliquait mort et guérison signifiait que son auteur avait traversé une expérience de ténèbres, de mort ou presque, mais qu'il en était sorti. C'était une manière de convaincre, de persuader. C'était aussi un exemplum, pour reprendre justement une terminologie rhétorique. Entre-temps, l'étude de la prédication aussi me proposait de nouveau le problème de récupérer une idée de la rhétorique qui ne se limite pas à l'élocutio, mais qui comprenne à part entière aussi les autres parties, à la rigueur celles plus négligées, comme l'actio et la mémoire. Je me rendais compte, en effet, que dans les deux cas, il ne s'agissait pas de parties secondaires qui intervenaient seulement à la fin, lorsque le texte était déjà composé, mais qu'elles étaient des composantes qui agissaient dans la composition même du texte. Considérer la actio signifiait en outre avoir à l'esprit à la fois le rapport entre oralité et écriture et la capacité de communiquer qui est propre au corps, aux gestes, aux expressions. Cela signifiait aussi trouver dans le texte les composantes qui étaient préparées pour se traduire dans la action, des indications de mise en scène théâtrale ou presque. Récupérer la dimension de la mémoire voulait dire en récupérer aussi la dimension créative, celle qui la relie à l'inventio et à la topique. J'ai travaillé longuement sur l'emploi des techniques de la mémoire dans la prédication, mais aussi dans la littérature profane. Et pour moi, cela a été passionnant de voir justement les techniques rhétoriques en action, de voir comment elles intervenaient dans l'invention du texte de manière à le rendre mémorable, à l'imprimer dans l'esprit, à la fois de celui qui l'écrivait ou qui le prononçait et du public qui l'écoutait ou le lisait. Dans ces processus, les images ont toujours joué un rôle fondamental. Je veux dire les images qui étaient étroitement liées aux mots, qui résumaient en eux un patrimoine de mémoire et qui, pour cette raison, se prêtaient au jeu de l'interprétation. C'est pour cela que j'ai trouvé très stimulantes les pages où Fumaroli montrait comment les images étaient aussi une composante du dialogue érudit, car elles suscitaient la confrontation, le dialogue, la complicité et la compétition intellectuelle. Mais là, nous sommes désormais dans une phase plus récente des études de Fumaroli, celle dans laquelle les images sont entrées en scène
en jouant un rôle de premier plan. Pour conclure, j'aimerais revenir en arrière. Lorsque j'ai connu ces recherches pour la première fois, j'ai lu L'Âge de l'éloquence parce que j'étais en train de travailler sur le débat sur l'imitation, sur les positions d'Erasme, Pietro Bembo, Giulio Camillo. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'est la diversité par rapport aux nombreux essais que j'avais lus, parfois plutôt ennuyeux, sur des thèmes semblables ou proches. Fumaroli recréait un monde. Il ne réduisait jamais ces thèmes à ces questions de langue ou au débat sur l'imitation ou d'autres catégories de ce genre. Sur la scène de son livre, les textes prenaient corps et évoquaient les personnages qui les avaient écrits, qui étaient là, encore bien vivants et présents, et qui parlaient avec nous. C'était vraiment la renaissance de la rhétorique. Le chercheur s'était fait consciemment fasciner et avait été transformé par le monde antique qu'il avait parcouru. Je vous remercie. Bien, eh bien, merci, cher ami. Vous avez votre titre et ce que vous en avez tiré résumait tout Marc Fumaroli. La Renaissance, qui est tournée vers le futur, mais qui, le nom l'indique, se nourrit de ce qui est ancien et de ce qu'on revivifie, et la rhétorique elle-même, qui est une leçon de liberté et qui met en jeu, et vous y avez insisté à la fin, admirablement, parce que c'est la source de vos travaux, la voix et la mémoire. Et cette mémoire, c'est celle que nous avons de lui, et cette voix, nous l'entendons tellement que nous nous étonnons qu'elle ne retentisse pas soudain parmi nous. Là encore, y a-t-il des interventions sur la présentation de Lina Bolzoni? Merci pour ce bel exposé, d'avoir rappelé le rôle tout à fait essentiel que Marc a joué dans cette renaissance de la rhétorique. La publication de L'Âge de l'éloquence, pour beaucoup d'entre nous, a été un moment très fort. Je me souviens d'avoir lu ce livre, je crois que c'était en 1979 qu'il a été publié, et a rassemblé un certain nombre d'éléments qu'on avait pu déjà percevoir jusque dans les années qui précédaient. Il y avait un mouvement vers la reconsidération de la rhétorique. Je me souviens d'ouvrages comme ceux de Kibedi Varga, qui parlaient de la rhétorique, de l'ouvrage de Peter Franz sur la rhétorique de Racine. Il y avait on sentait qu'on était à un moment où on allait retourner vers la rhétorique, la réévaluer. Et ce livre de Marc Fumaroli, moi je l'ai lu à sa parution. J'ai lu en même temps, parce que ça montrait qu'il y avait un certain climat intellectuel qui faisait que c'était le bon moment. Je me souviens d'avoir lu en même temps, et c'est l'une de mes premières conversations avec Marc à cette époque-là, le livre de Terence Cave, intitulé The Cornucopian Text, qui date, je crois, lui aussi de l'année 1979, me semble-t-il. Ce sont deux livres que j'ai lus à peu près en même temps. Et c'est en fait ma première conversation avec Marc portée sur cette lecture dans ces années-là, enfin en 1980. Et il y avait une série de belles entreprises qui ont suivi dans ce
les colloques de la Société internationale de rhétorique. Alors maintenant, je suis en train d'oublier les noms de ce professeur de Johns Hopkins, collègue de Johns Hopkins. Vickers. Nancy Vickers, voilà, avec qui nous avons beaucoup collaboré dans ces années-là, et notamment à travers ces colloques qui avaient lieu, donc, en particulier à Johns Hopkins et à Baltimore. Et ça a été donc de très grandes années pour ce retour. Ça me permet d'évoquer aussi le travail qui a été fait dans toutes ces années, très heureux, d'amitié, qui étaient les séminaires qui nous réunissaient pour l'histoire de la rhétorique à l'époque moderne, notamment à la Fondation Hugo. Je pense que c'est la première fois que je suis allé à la Fondation Hugo du Collège de France, c'était ces séminaires et ces chapitres. Et il me semble que là, il y a eu une transformation qui dure toujours. C'est-à-dire que la rhétorique n'est plus identifiée à la sophistique ou à la propagande, ou on pourrait dire aussi au totalitarisme, à ces aspects-là. La rhétorique, à partir de ces années, de ce tournant des années 70-80, eh bien, elle a été identifiée à la démocratie, à la délibération, au dialogue, à la recherche du consensus dans le dialogue. Et je crois que Marc a joué un rôle considérable dans cette transformation de la rhétorique dans ces années. Alors la question qu'on peut poser, qu'on voudrait poser après coup, puisqu'on est, on est presque 40 ans après, oui, ou 40 ans après, c'est celle y avait-il une idéalisation de la rhétorique dans ce mouvement? Y avait-il, oui, est-ce que la rhétorique qui était liée dans ce mouvement, au fond, à peut-être à l'amitié, justement. C'était une rhétorique fondée sur l'amitié, ce qui me fait sur, justement, la recherche, je disais, de l'entente et de l'accord. Et je me demande, après coup, si il n'y avait pas là une certaine idéalisation de cette rhétorique qui était présente chez Marc Fumaroli, mais aussi chez nous tous dans cette entreprise de ces années-là. Ah, merci. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention très riche. Je suis très content que vous avez nommé même Terence Cave, de Cornucopie en texte, a été pour moi aussi un texte formidable. C'est l'idée d'un texte qui produit d'autres textes, c'est-à-dire cette idée de la créativité du texte. Et, alors, pour moi aussi, comme j'ai cherché à dire, lire l'art de l'éloquence a signifié lire quelque chose vraiment de très important, même pour la manière dont il était écrit, dont le livre était écrit. Une manière très vivante, une manière vraiment qui faisait renaître des hommes, des personnages, pas seulement des questions intellectuelles. Et pour venir à la question de l'idéalisation, mais oui, bien sûr, je crois que dans la construction que Marc avait fait, il y a naturellement une dimension d'idéalisation, parce qu'il avait besoin de ça. C'est-à-dire qu'il avait besoin de retrouver quelque chose qu'il ne retrouvait pas dans son présent. Mais peut-être que ça, c'est une composante de toute la recherche, même de notre recherche. Et
Mais il y a de l'idéalisation, il y a même de la vérité, naturellement. Il y a même des éléments qui sont véritables. Naturellement, c'est une vérité fragile. Hein. C'est l'idée de l'amitié, l'idée de se comprendre, l'idée vraiment de dialoguer. C'est toujours une utopie, mais c'est une utopie dont on a besoin, je crois. Et il est mieux de le savoir. Il est mieux de savoir que nous, on n'est jamais des observateurs au-delà du temps, des observateurs scientifiques. Mais nous, comme chercheurs, nous sommes quelqu'un qui, quand nous rencontrons des textes, nous rencontrons les autres, mais nous rencontrons même nous-mêmes. C'est-à-dire, il est bien, je crois, de savoir ça. Que peut-être il y a la recherche, une expérience de recherche, mais aussi une expérience qui peut être même une expérience d'idéalisation, de chercher dans le passé quelque chose dont on a besoin. Alors, je crois que maintenant, peut-être, nous sommes plus conscients de ça, mais on a toujours besoin de ça. Merci. Merci. Merci, Antoine. Oui, Antoine notait ce frémissement avant même la publication de l'âge de l'éloquence, une reconsidération de la rhétorique qui commençait un petit peu avant. Ce qui est vrai, je dois dire que, je me trompe peut-être, mais dans le souvenir que j'ai gardé de ces ouvrages, la grande différence, c'est que cette reconsidération de la rhétorique se faisait dans l'esprit de cette époque et n'était pas dénuée d'un certain formalisme. Et ce qui faisait, à mes yeux, la nouveauté de l'âge de l'éloquence, c'est que c'était un ouvrage historique, l'âge de l'éloquence, qui se référait à une époque que l'auteur prenait en somme comme modèle. Et on en revient à ce que vous dites ensuite, et ce que disait Lina, et ce que nous disions dès le début, c'est l'âge de l'éloquence, un âge que l'on peut admirer, des auteurs que l'on peut admirer, et une étude de l'éloquence et de ce qu'est la rhétorique à travers des auteurs qui en sont un modèle. Alors que les travaux antérieurs laissaient toujours ce goût cette impression d'un démontage intelligent, brillant, par un auteur qui considérait qu'il pouvait regarder de l'extérieur, n'est-ce pas, juger, jauger, et tirer ses conclusions. Le ton de l'âge de l'éloquence était quelque chose de nouveau dans ces années-là. Et il me semble que vraiment, ça a plutôt marqué le début d'un tournant qui s'est confirmé à partir du milieu des années 80, en fait. Évidemment, on peut toujours trouver des ancêtres à tout, mais là, c'était tout de même un ouvrage nouveau, par ce qu'il assumait, en assumant un point de vue historique et en assumant l'idée que ces auteurs du passé étaient des modèles et non pas l'insecte entre les mains de l'entomologiste. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? William Marx. Merci, chers collègues, pour cette très très belle intervention. Ma question est une question un peu de curiosité qui est un peu dans le sens de ce que disait Antoine tout à l'heure et Michel aussi à l'instant. J'étais particulièrement frappé dans votre propos par le rapprochement assez inédit, il me semble, que vous avez fait et qui m'a tout à fait passionné du travail de Marc Fumaroli avec Aby Warburg. En particulier avec sa conférence sur le rituel du serpent qu'il a fait dans
qu'il a faites dans la clinique où il était interné. Il se trouve que cette année, j'ai consacré l'une des leçons de mon cours à précisément cette conférence-là. Mais ce n'est pas seulement à cause de cela que ça m'a intéressé. C'est parce que, d'abord, vous avez fait le lien entre l'importance de la mémoire dans la rhétorique. Or, vous le savez, je pense que c'était ça le message implicite de votre propos. Pour Warburg, précisément, la mémoire mnémosine était absolument fondamentale dans la compréhension des faits culturels. Il me semble qu'il y a un lien aussi que l'on peut faire dans cette défense de la rhétorique faite par Marc Fumaroli d'un point de vue historique, en se basant sur les usages de la rhétorique au XVIIe siècle, avec un autre intellectuel légèrement postérieur à Warburg, mais qui lui aussi a pris la défense de la rhétorique quelques 30 ou 40 ans avant Fumaroli, à savoir Jean Paulhan. Je ne sais pas si vous êtes très familière du travail de Jean Paulhan dans un essai qui a eu beaucoup de retentissement à sa sortie, les Fleurs de Tarbes, paru dans les années 1940, où Jean Paulhan, contre ce qu'il appelle les terroristes, ceux qui prétendent à une spontanéité de l'expression qui pourrait faire fi des images rhétoriques, Jean Paulhan défend, semble-t-il, parce que son ouvrage est un petit peu ambigu, il défend une rhétorique, c'est-à-dire l'usage des lieux communs, contre les approches littéraires, disons, initiées par, depuis la fin du XIXe siècle et répandues également par les surréalistes. Or, le travail de Paulhan, de la même manière que Warburg s'inspirait du rituel du serpent chez les Indiens Hopi, etc., Paulhan, lui, s'inspire de ses propres travaux sur les proverbes malgaches, qui lui semblent tout à fait fascinants. Et c'est à partir de ce travail-là qu'il défend la rhétorique. Et il me semble que chez Marc Fumaroli, et c'est là peut-être le rapprochement un petit peu surréaliste ou lautréamontesque que je fais, que le XVIIe siècle, me semble-t-il, joue un peu pour Fumaroli, un peu le rôle des Amérindiens pour Warburg, des Malgaches pour Paulhan, à savoir un monde un peu lointain, mais qui peut servir à fertiliser la pensée moderne, et surtout à lutter, et ça ce sera le rapprochement qu'on peut faire, me semble-t-il, par Paulhan, à lutter contre les terroristes de la pensée. Et ça revient à ce que disait Antoine sur la lutte démocratique, en quelque sorte, que représente la promotion de la rhétorique. Voilà, ma question était celle-ci. Est-ce que vous avez connaissance de ce lien intellectuel possible avec Paulhan, ou est-ce que c'est une pure élucubration de ma part? Oui, voilà. Mais est-ce que tout à fait. Mais est-ce que c'est séminal dans la pensée de... Ah, voilà. Si je peux juste intervenir un instant. William, Marc Fumaroli cite Paulhan et les Fleurs de Tarbes dans une de ses préfaces. Je ne sais plus si c'est dans la préface à l'Europe de Peiresc ou dans la République des Lettres, mais il le cite explicitement et il se réfère directement à lui. Alors, je vous remercie pour cette indication. Je dois confesser que je dois lire Jean Paulhan, je le ferai bien très volontiers. Mais c'est vrai que il y a des liens vraiment très intéressants entre l'anthropologie et la rhétorique, surtout quand la rhétorique, comme nous avons vu, est liée aux images, naturellement, non? Est liée aux images. Et alors, je crois que ce que Warburg fait
n'est pas seulement exemplaire, mais c'est une recherche qui a des liens avec la recherche que Fumaroli a fait. Et je trouve que l'indication que vous avez donnée de la relation entre topic et mémoire, si j'ai bien compris, qui est important pour Jean Paulhan, est très intéressante. C'est une piste très, très importante à suivre. Alors, je vous remercie de l'indication et je vais chercher le texte de Jean Paulhan. Merci, je crois que Colette Nativel a une remarque là-dessus. Oui. Il nous reste 2 minutes. 30 secondes pour deux petites remarques. Merci beaucoup. Deux petites. Bonjour Lina. Donc, première remarque. Je ne te vois pas, Colette. Je suis là debout, voilà. Oui, bonjour. Donc, première remarque, tu n'as pas eu le temps de lire le nouveau livre de Marc qui est paru il y a une semaine, hein, et où il y a effectivement un grand développement sur Paulhan, sur les fleurs de Tarbes, hein, qui était une de ses grandes lectures depuis toujours. Hein, c'est très clair, j'en ai souvent parlé avec lui. Et je voulais apporter aussi un peu, justement sur le lieu commun. Hein, c'est tout un développement sur le lieu commun qui te satisfera certainement. Et une deuxième remarque aussi, puisque j'ai aussi assisté dans ma longue vie à l'écriture, effectivement, de l'âge de l'éloquence. Hein. J'ai eu la chance, en 72, hein, Marc Fumaroli me recevait, j'étais en maîtrise, rue des Bourtibourg. Et il parlait avec moi, enfin il me donnait des cours si on veut, mais c'était un dialogue, c'était extraordinaire. Et je voulais remettre aussi en perspective les dates. Hein, Marc Fumaroli est un des fondateurs de la Société internationale d'histoire de la rhétorique avec Brian Vickers et avec Alain Michel. Je crois que j'en oublie un quatrième, et je ne sais plus du tout. Comment ? Murphy, c'était Murphy que j'ai oublié. Murphy, Marc, voilà, ils étaient 4. Bon, voilà. Donc, qui est la première aussi, il faut insister là-dessus, malgré la présence de Murphy, hein, qui est là avec la Société internationale d'histoire de néo-latin, qui joue elles ont été fondées à peu près en même temps, dans les années 70. Alors là, j'étais encore au lycée, je ne me rappelle pas exactement les dates. Bon. Mais, donc qui ont été les deux grandes sociétés européennes fondées par rapport aux États-Unis. Voilà. Et Marc a eu un rôle fondamental, effectivement, dans cette question de l'étude de la rhétorique. Et il a organisé lui-même, cette fois, alors ça doit être en 76, quelque chose comme ça, à Tours, le fameux colloque, un très très beau colloque, effectivement, autour de la rhétorique. Et cette question de la rhétorique, c'est pas simplement, il faut voir le contexte de cette époque-là, effectivement, il faut tordre le cou à la rhétorique, ça reste la formule employée. Lisez aussi un morceau d'anthologie, je ne comprends pas que les belles lettres continuent à publier la préface du De Oratore, c'est hallucinant, hein, la rhétorique, c'est la langue du mensonge, finalement. Et ce qu'a voulu montrer Fumaroli avec Alain Michel, justement, c'est rhétorique et philosophie, hein, et redonner des fondements, justement, à la pensée à travers la rhétorique. Voilà. Merci beaucoup pour cette utile précision. Eh bien, merci aux 3 orateurs de ce matin et pour avoir fait en sorte que ce colloque commence si bien et de façon si digne de celui à la mémoire de qui il est dédié. Je vous remercie. Merci à vous.